Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner le correctif de l'examen de physique du jury central CE16 général de la deuxième session de l'année scolaire 2022-2023. Alors avant de regarder cette vidéo, je vous conseille d'essayer d'abord de résoudre cet examen par vous-même. Vous profiterez mieux de la correction en ayant déjà vous-même réfléchi aux questions. Première question, il s'agit d'une question de mécanique. Nous avons trois véhicules ABC qui possèdent à l'instant T0 une vitesse de 10 mètres par seconde et chacun de ces trois véhicules va suivre un mouvement qui est décrit dans l'énoncé. On vous demande de tracer le graphique de la vitesse en fonction du temps pour les trois véhicules. Alors pour tracer un graphique, bien évidemment, vous devez tracer vos axes, mais n'oubliez pas de bien indiquer sur vos axes les grandeurs physiques que les axes représentent, mais également l'unité dans laquelle il faut considérer les différentes graduations que vous mettrez sur votre axe. Alors ensuite, vous allez graduer vos axes et à vous de gérer votre graduation pour que l'entièreté des données puisse figurer sur le graphique. Donc on vous parle de véhicules qui ont une vitesse de 10 mètres par seconde. Le véhicule A va freiner, donc sa vitesse va diminuer, et le véhicule B va accélérer, donc sa vitesse va augmenter. Donc vous allez placer le 10 mètres par seconde quelque part ici au milieu de votre axe vertical. Et puis si vous regardez les descriptions des mouvements, il y en a un qui fait un mouvement pendant 5 secondes, l'autre pendant 4 secondes, l'autre pendant 10 secondes. Donc votre graduation sur l'axe horizontal du temps doit pouvoir aller jusque 10. Bien, le premier véhicule, le véhicule A, commence donc avec 10 mètres par seconde, il freine, donc sa vitesse va diminuer, et la vitesse décroît de 2 mètres par seconde à chaque seconde. Donc après 5 secondes, il sera à 0, puisqu'il avait 10 mètres par seconde, donc vous pouvez tracer un premier graphique et vous indiquez bien la légende. Donc vous indiquez bien, si vous avez plusieurs couleurs, utilisez plusieurs couleurs pour qu'il n'y ait pas de doute. Donc vous indiquez bien que ce graphique-là, c'est le véhicule A. Ensuite, le véhicule B accélère avec une accélération de 3 mètres par seconde au carré. Donc ça veut dire que chaque seconde doit voir la vitesse augmenter de 3 mètres par seconde. Et ce, pendant 4 secondes. Donc ça veut dire qu'on va augmenter au total de 4 fois 3 mètres par seconde, donc de 12 mètres par seconde, et qu'on va donc arriver à 22 mètres par seconde. Donc vous mettez bien la légende sur votre graphique, c'est le véhicule B. Alors si jamais sur la feuille d'examen, vous avez un quadrillage qui est proposé pour mettre votre graphique, il n'y a pas trop de problème, mais s'il n'y a pas de quadrillage, n'hésitez surtout pas à placer comme ça des petits pointillés pour bien indiquer l'abscisse et l'ordonnée des points particuliers de votre graphique. Et donc là, pour bien indiquer que cette droite verte là s'arrête au point d'abscisse 4 et d'ordonnée 22. Donc ça, n'hésitez pas à faire le graphique le plus clair possible. Et le véhicule C roule à vitesse constante pendant 10 secondes. Et donc le voilà, on trace une horizontale jusqu'à l'abscisse 10. Puis on vous demande de calculer la décélération du véhicule A. Donc une décélération, c'est une accélération. On utilise la formule de l'accélération du MRUA. Donc delta V sur delta T. Alors n'oubliez pas qu'un delta, c'est toujours la valeur finale moins l'initiale. Donc le véhicule A, sa variation de vitesse, c'est 0 moins 10. Sa vitesse finale, c'est bien 0, la vitesse initiale 10. Okay, donc ça veut dire que vous trouvez une accélération qui est négative. Et c'est normal puisqu'il s'agit d'une décélération. Alors parfois c'est un petit peu délicat parce que j'ai déjà vu sur certaines corrections que lorsqu'on obtient une grandeur négative, l'interrogateur s'attend quand même parfois à avoir une réponse positive. Alors n'hésitez pas à faire votre calcul correctement et à obtenir la réponse négative qui est justifiée par la formule et qui a tout son sens puisqu'il s'agit d'une décélération, mais après de répondre en plus par une phrase en français en disant le véhicule A subit une décélération de 2 mètres par seconde au carré. Comme ça, en fait, le moins est inclus dans le mot décélération et vous avez mis une réponse positive. Donc ça, n'hésitez pas à répondre en français à la question également. Calculez la distance parcourue par le véhicule C. Le véhicule C a une vitesse constante, donc c'est la formule du MRU. Et donc, vous allez avoir que delta x, c'est v fois delta t. Donc ici, la vitesse, c'est 10. Le delta t, c'est 10 secondes. Et vous avez 100 mètres. À nouveau, n'hésitez pas à répondre par une phrase. Et que peut-on dire du véhicule A à l'instant t égale à 5 secondes? Eh bien, à l'instant t égale à 5 secondes, nous sommes ici. Ce qui veut dire que la vitesse du véhicule A, c'est 0 mètres par seconde. Et donc, votre véhicule s'est arrêté. Donc, vous pouvez répondre que le véhicule A a une vitesse nulle. Il est donc à l'arrêt. Deuxième question, on vous dit qu'une voiture descend à plan incliné à vitesse constante et on vous demande de choisir le diagramme de force qui correspond à cette situation. Alors dans cet énoncé, il y a quelque chose qui est super important, c'est à vitesse constante. À vitesse constante, ça veut dire que votre accélération, elle est nulle
Et si l'accélération elle est nulle, ça veut dire que la somme des forces qui est appliquée sur l'objet est nulle. Donc la somme des forces de manière vectorielle, donc la résultante des forces doit être nulle. Et donc, il n'y a qu'une seule des 4 possibilités où en fait la somme des forces est nulle et c'est la 2. Donc ça, c'est la bonne réponse. Alors évidemment, si ce n'est pas clair pour vous, on peut justifier la nature de ces différentes forces. Vous avez évidemment le poids de la force qui est bien dirigée verticalement vers le bas. Vous avez la réaction du sol qui est perpendiculaire au plan incliné. Et vous avez la force de frottement qui sera toujours dans le sens opposé au mouvement. Donc si la voiture descend, la force de frottement est vers le haut. Et donc on sait qu'il y a une force de frottement puisqu'il est précisé que la voiture descend à vitesse constante. S'il n'y avait pas de frottement, la voiture accélérerait évidemment. Et donc voilà ici les 3 forces. Alors je ne les ai pas dessinées exactement à l'échelle comme ici, hein, mais voilà les 3 forces de principe qui agissent sur la voiture. Et donc on a bien cette configuration-là de force pour avoir une descente à vitesse constante. Troisième question, c'est plus une question de théorie. On vous parle d'un gymnaste qui exerce sur le sol une force orientée vers le bas, évidemment puisqu'il saute, donc il appuie sur le sol et pourtant il s'élève. On vous demande d'expliquer ce paradoxe en s'inspirant des lois de Newton et on vous demande d'énoncer la loi appliquée. Ici, ce qui est important, c'est de ne pas confondre l'explication de l'exemple concret et l'énoncé de la loi théorique. Donc, énoncer la loi, il s'agit de la loi des actions réciproques. Donc, tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale de même direction mais de sens opposé exercée par le corps B. Donc ça, c'est la théorie. Lorsqu'on vous demande d'expliquer le paradoxe, il ne faut pas utiliser une phrase comme ça, mais il faut utiliser cette phrase-là, mais appliquée au gymnaste. Donc il ne faut plus parler d'un corps A et d'un corps B, mais il faut dire, voilà, le gymnaste exerce sur le sol une force dirigée vers le bas. Le sol va alors exercer sur le gymnaste une force de même intensité, verticale également, mais dirigée vers le haut, et le gymnaste s'élève. Donc vous voyez, vous appliquez la théorie au cas concret. Quatrième question. Vous avez un lave-linge qui propose un choix d'essorage qui va de 400 tours par minute à 1200 tours par minute. On vous demande à quelle grandeur physique ces valeurs font référence et il s'agit de la fréquence de rotation du lave-linge qui est donc mis en évidence ici. Et on vous demande l'unité du système international de cette grandeur. Alors l'unité du système international, c'est soit le Hertz, soit la seconde exposant -1, c'est pareil. Mais donc ce n'est pas le tour par minute. Hein. Donc l'unité du système international, c'est bien le par seconde ou le Hertz. On vous demande si le linge subit une force dans le lave-linge. Ben oui, chaque objet qui suit une trajectoire circulaire subit toujours une force. Donc là, il fallait simplement répondre oui. Et puis, on vous demande de préciser la nature de cette force. Il s'agit de la force centripète. Et on vous demande de donner les caractéristiques de la force. Alors, ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'ils attendent exactement comme réponse, les interrogateurs. Mais une force a 4 caractéristiques. Le point d'application, la direction ou droite d'action, le sens et l'intensité. Et donc moi, si on me demande les caractéristiques d'une force, je vais les donner toutes les 4. Donc le point d'application, c'est le linge. Donc chaque pièce de linge subit une force centripète, dont le point d'application sera le centre de gravité du linge. La direction, elle est radiale, donc ça veut dire suivant le rayon du cercle, le rayon de la trajectoire. Le sens, elle est dirigée vers le centre de la trajectoire circulaire. Et l'intensité, elle est donnée par mv carré sur r, donc m, la masse de votre vêtement, v, la vitesse que le vêtement a dans la machine. Donc voilà pour les caractéristiques. Donc il s'agissait d'une question relativement théorique. Ensuite, une question d'onde d'oscillation. On vous parle d'une corde sur laquelle on exerce une perturbation à l'instant t égale à 0 et vous avez la petite onde sinusoïdale, la perturbation qui progresse le long de la corde qui est donc dessinée ici en gris un peu plus foncé ou en tout cas un peu plus large. On vous indique une situation de la corde à l'instant t égale à 0,1 seconde, donc 0,1 seconde après le début de la perturbation et on vous demande la vitesse de l'onde. Eh bien, il faut se rendre compte que l'onde qui a commencé ici à 0 a parcouru 5 mètres, hein, donc votre axe donne ici les unités, 5 mètres en 0,1 seconde et donc vous appliquez le calcul de vitesse comme dans un MRU où 5 mètres ont été parcourus en 0,1 seconde et ça vous donne une vitesse de 50 mètres par seconde. On demande ensuite le temps mis par l'onde pour atteindre le point P. Alors, si l'onde a mis 0,1 seconde pour arriver à 5 mètres,
Pour arriver à 10 mètres, elle mettra le double. Donc il suffisait de faire 2 fois 0,1 seconde, ça fait 0,2 secondes. Et puis on demande la période de l'onde. Alors pour calculer la période, il faut se rappeler la formule qui donne la vitesse d'une onde. Donc la vitesse, c'est lambda sur la période. Donc si je veux calculer la période, je dois transformer cette formule et dire donc que c'est lambda sur V. Et la longueur d'onde, vous la voyez sur ce graphique. Donc vous voyez ici une oscillation complète et vous voyez que cette oscillation complète mesure 2 mètres sur la corde. Et donc ça, c'est la définition de la longueur d'onde. Donc votre lambda vaut 2 mètres. Votre V, vous l'avez calculé au point 1, et donc il suffit de faire 2 divisé par 50, et ça donne 0,04 secondes période de l'onde. Exercice 6. On vous donne une onde sonore dont on vous donne l'intensité, et on vous dit que 4 haut-parleurs vont produire la même onde sonore en même temps. Et on vous demande de calculer le niveau d'intensité sonore. Donc attention, le niveau d'intensité sonore, ce sont des décibels. Donc vous avez une formule toute faite, que vous devez connaître bien évidemment pour calculer ce niveau d'intensité sonore L. C'est 10 fois le logarithme de l'intensité sonore divisé par I0, qui est donc le seuil minimal de ce que l'oreille peut entendre. Et donc, le I, vous le calculez facilement puisqu'on vous donne dans l'énoncé le I d'une onde, celle-ci, mais on vous dit qu'il y a 4 haut-parleurs qui produisent la même onde. Donc, il faut simplement multiplier ce nombre par 4. Et le I0, ben ça, vous devez le connaître par cœur, c'est 1 fois 10 moins 12 watts par mètre carré, évidemment, et vous la remplissez la valeur dans la formule. Puis vous prenez votre calculatrice et vous faites ce calcul, vous obtenez 76 dB. Question suivante, question d'ondes électromagnétiques. Il y a toujours une question sur le spectre électromagnétique, donc il faut bien le connaître. Donc vous avez là un schéma qui vous représente le spectre électromagnétique, où vous avez donc le spectre visible qui est ici, qui est donc zoomé pour voir toutes les couleurs d'arc-en-ciel, et on vous demande de compléter le spectre en indiquant sur les pointillés les valeurs des longueurs d'onde limites du spectre visible. Donc sur les questionnaires, il y avait des pointillés ici et ici, et donc il faut remplir les limites, les valeurs limites de longueur d'onde du spectre visible que je vous conseille donc de connaître. Il s'agit de 380 nanomètres pour la limite du violet et 760 nanomètres pour la limite du rouge. Et puis, on vous demandait de compléter le tableau suivant en indiquant la nature de l'onde et la zone dans le spectre. Donc la zone, vous voyez le spectre ici, il est divisé en zones qui ont été numérotées de A à F. Et donc ici, il fallait écrire la lettre qui correspond à la description. Donc c'est un petit peu de la culture générale, en tout cas de la culture scientifique générale. Mais donc c'est important de savoir dans quel domaine sont utilisées ces ondes électromagnétiques. Donc, la première application, c'est l'utilisation de des caméras qui font des images thermiques. Et donc ça, il s'agit des infrarouges. Et les infrarouges se trouvent juste au-delà du rouge, donc c'est la zone D. En radiothérapie, pour soigner les cancers, pour soigner des tumeurs, on va utiliser des rayons gamma. Donc à vous de le savoir, les rayons gamma sont les rayons les plus énergétiques du spectre. Il s'agit donc du A. Les ondes hertziennes sont employées en téléphonie. Donc les ondes hertziennes, ce sont des ondes radio. Et les ondes radio, c'est la zone F, c'est la zone avec les plus grandes longueurs d'onde. Et enfin, ce rayonnement permet de visualiser le squelette. Eh bien, quand vous devez faire une radio pour voir si vous avez un os cassé, on utilise des rayons X. Et les rayons X, c'est la zone B. Donc, je vous conseille fortement de vous présenter à l'examen en ayant cette image du spectre électromagnétique en tête, de bien vous rendre compte des différents types d'ondes électromagnétiques qui existent, de bien savoir où sont les grandes longueurs d'onde et les petites longueurs d'onde, et où sont les grandes fréquences et les petites fréquences. Et sachez que l'énergie d'une onde est proportionnelle à la fréquence. Donc, c'est là où on a des grandes fréquences qu'on va avoir les plus grandes énergies, et effectivement, ce sont les rayons gamma qui sont les plus dangereux parce que les plus énergétiques. Alors, dans l'exercice 8, on parle de radioactivité, de décroissance radioactive. On vous montre un graphique qui représente la désintégration du polonium exprimé en pourcent en fonction du temps exprimé en jours. On vous demande d'expliquer la notion de demi-vie. Ça, c'est de la théorie. Donc, à vous de savoir ce que c'est que la demi-vie. C'est la durée nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon. Et puis, on vous demande de trouver la valeur de la demi-vie du polonium et de vous aider du graphique. Donc, si vous avez à l'instant t égale à 0, vous avez 100% de vos noyaux radioactifs.
votre demi-vie correspond à la période, à la durée de temps nécessaire pour qu'il n'y en ait plus que 50, c'est-à-dire pour qu'il y en ait 50 qui se soient désintégrés. Donc sur votre graphique, vous devez donc partir de 50, vous tracez une horizontale jusqu'à la courbe et là vous descendez et vous lisez la valeur de la demi-vie sur le graphique. Il s'agit donc d'environ 150 jours. Exercice 9, on vous demande de compléter la phrase suivante. Le noyau du fluor 19 est composé de, et il faut compléter. Alors, dans votre tableau de Mendeleïev, dans votre classification périodique des éléments, vous allez rechercher le fluor. Et le fluor, son numéro atomique, c'est 9. Donc, c'est le 9e élément du tableau. Ce 9 représente le nombre de protons. Donc, dans le noyau du fluor 19, vous avez 9 protons. Et puisqu'on vous dit que c'est le fluor 19, ici, vous avez le nombre de masses. Le nombre de masses représente la somme des protons et des neutrons. Donc si vous avez 9 protons, ça veut dire qu'il y a 10 neutrons pour avoir au total 19 nucléons dans votre atome. Et on vous demande la représentation symbolique de ce fluor. C'est toujours la même chose, le symbole chimique, et puis à gauche en dessous, on met le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, et à gauche au-dessus, on met le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme des protons et des neutrons ensemble. Exercice 10, on vous parle du radium 226 qui est radioactif et qui va se transformer naturellement en radon 222 et on vous demande de donner la nature du rayonnement émis. Alors ce que vous devez faire, vous devez bien analyser le noyau père et le noyau fils, donc c'est-à-dire le noyau de départ et le noyau d'arrivée, et vous devez l'identifier correctement de cette manière-là. Donc savoir exactement quel est le nombre de protons et quel est le nombre de nucléons. Alors le nombre de masse, il vous est donné. Le nombre de protons, le numéro atomique, vous le trouvez grâce à l'élément chimique. Vous allez voir dans votre tableau de Mendeleïev et vous allez voir que le radium, c'est l'élément 88 et que le radon, c'est l'élément 86. Et alors, vous devez regarder ce qui s'est passé dans la transformation. Ici, vous voyez que le nombre Z a perdu 2 unités, ce qui veut dire que votre noyau a perdu 2 protons. Et le nombre de masse, lui, a perdu 4 unités, ce qui veut dire que votre noyau a perdu 4 nucléons. Donc, s'il a perdu 4 nucléons, dont 2 protons, eh bien, ça veut dire qu'il a perdu un noyau d'hélium. Et une émission de noyau d'hélium s'appelle un rayonnement alpha. Deuxième sous-question, le 31Si, donc le silicium 31, c'est un émetteur de β-, donc de rayonnement β-. On vous demande quel est le noyau restant lorsque un noyau de silicium 31 émet un β-. Donc à nouveau, bien identifier votre noyau de départ avec son nombre atomique et son ordre de masse. Et puis, vous devez savoir que si votre noyau émet un β-, c'est-à-dire un électron, c'est-à-dire une charge négative, il faut obligatoirement qu'une charge positive se soit créée aussi, puisque vous avez conservation de la charge électrique. Donc, si tout d'un coup, il y a un moins qui apparaît, c'est qu'il y a un plus qui apparaît également. Et donc, ça veut dire qu'un neutron s'est transformé en proton. Alors, quand un neutron se transforme en proton, le nombre de masses reste le même, mais le nombre atomique augmente de 1. Okay, donc, puisque un neutron qui se transforme en proton, c'est toujours un nucléon, donc le nombre de masses reste le même. Donc, une fois que vous avez identifié ça, il vous reste à aller regarder dans votre tableau de Mendeleïev qui est le 15e élément, qui a comme numéro atomique 15. Vous l'identifiez et vous remarquez que c'est le phosphore. Et donc, le noyau restant, c'est le phosphore 31. Exercice 11. Qui suis-je? Alors là, c'est très facile, c'est un petit jeu de devinettes de définition sur des termes associés à l'astronomie ou la cosmologie. Un ensemble formé de divers astres et d'une étoile, le Soleil, eh ben, c'est le système solaire. Un satellite naturel de la Terre, c'est la Lune. Un astre non lumineux par lui-même qui gravite autour d'une étoile, ça s'appelle une planète. Un astre qui émet de la lumière, ça s'appelle une étoile. Et la trajectoire suivie par une planète autour d'un astre, il s'agit d'une orbite. Donc voilà, donc ça je pense que c'est pas trop difficile si on a une bonne image de notre système solaire. L'exercice 12, alors c'est marrant, cet exercice apparaît aussi dans la session suivante, hein, elle est tout à fait similaire. Donc on vous demande de donner la loi de gravitation universelle qui décrit l'attraction entre la Terre et un corps de masse m placé à sa surface. Alors la loi de gravitation universelle, c'est celle-là, où vous avez donc normalement au numérateur les masses des deux corps, donc ici le corps de masse m et la masse de la Terre, puisqu'on parle d'un corps qui est attiré par la Terre. Et au dénominateur, vous avez normalement la distance
au carré, donc la distance entre les centres de gravité des deux corps. S'il s'agit d'un corps à la surface de la Terre, eh bien, cette distance, c'est le rayon de la Terre. Donc voilà la loi de gravitation universelle qui est adaptée au cas particulier d'une masse m placée à la surface de la Terre. Et on vous demande de déduire de cette loi l'expression de la constante petit g, donc l'accélération de la pesanteur ou l'accélération gravitationnelle de la planète. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut bien évidemment se rendre compte que cette force d'attraction gravitationnelle d'un objet à la surface de la Terre, ce n'est rien d'autre que le poids de l'objet, le poids que l'on peut aussi calculer avec la formule m fois petit g, donc ce fameux petit g que l'on recherche. Alors, si on identifie cette formule-ci et qu'on l'égalise à celle-ci, ça permet de calculer le petit g. Vous pouvez simplifier par petit m et vous avez que le petit g est donné par la constante de gravitation universelle multipliée par la masse de la Terre et divisé par le rayon de la Terre au carré. Alors évidemment, quand on a ça, eh bien, ça permet de faire des calculs. À partir de ça, si on connaît la valeur de petit g, on vous demande ici de calculer la masse mt en utilisant cette expression, en utilisant l'expression de g. Donc vous devez isoler mt. Donc le RT carré va passer de l'autre côté, multiplier le G, et cette constante de gravitation va venir au dénominateur de la manière suivante. Ensuite, il vous reste à remplir par les valeurs numériques qui sont données au tout début de l'examen. Donc vous avez un tableau avec toute une série de constantes qui vous sont données, et puis à faire le calcul correctement à la calculatrice. Alors faites bien attention que toutes les grandeurs doivent être en unité du système international. Donc le rayon de la Terre, ici, doit être exprimé en mètres et pas en kilomètres. Donc faites bien attention dans votre calcul à utiliser les bonnes unités. Et la calculatrice va vous donner comme réponse 6 fois 10 exposant 24, qui est donc l'ordre de grandeur de la masse de la Terre. Voilà, j'espère que cette correction vous aide dans votre préparation, qu'elle est suffisamment claire pour vous. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vais encore publier des vidéos. N'hésitez pas non plus à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Bon travail à vous et puis bonne chance à l'examen.